Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode sur le Petit Plateau. Petit Plateau où je retrouve mes compères de toujours, Romain et Alexis. Ça va les gars, vous allez bien? Ça Ça va va, bien. ça va. Salut, salut. Salut tout le monde. On se retrouve ici pour un numéro d'après-saison. On va pas l'appeler débrief parce que c'est un numéro un peu spécial. On va pas tellement débriefer la saison, mais on a chacun choisi 10 noms. On verra si on a des en commun ou pas parce qu'on s'est pas concerté pour un peu illustrer la saison. C'est-à-dire que on va pas nécessairement, à moins qu'Alexis ou Romain l'ait fait, dire que Pogacar était surdominant, que Van der Poel était exceptionnel, etc., etc. On va partir sur quelque chose un peu plus différent, hein, avec des noms qu'on met pas toujours en avant. Il faut savoir que quand on enregistre, la saison n'est pas officiellement terminée, mais je vais vous prendre un petit peu au dépourvu, voir si vous êtes d'accord avec moi. On s'est souvent posé la question de quand commence la saison cycliste. On est d'accord qu'elle se termine après la Lombardie. Oui. Oui, Voilà, il n'y a pas vraiment clairement. de débat. Ok, Je continue à regarder un petit peu les résultats par-ci par-là, mais voilà. ok. Et ben donc voilà, on va partir sur des noms. Moi, j'ai hâte de découvrir vos noms et je vais tout de suite vous donner la parole. Romain, Alexis, je ne sais pas lequel de vous deux veut se lancer en premier. Dites-moi un nom qui vous a illuminé ou qui vous a marqué durant cette saison. Bah, je peux commencer. Alors, je précise, c'est pas, moi, je l'ai pas vu comme les 10 noms les plus marquants de la saison ou les 10 coureurs qui m'ont le plus marqué, moi, à titre personnel. Simplement 10 coureurs que j'avais envie de mettre en avant, des coureurs que je mets rarement en avant. Et je vais commencer par, ça me ferait marrer que l'un de vous l'ait aussi. Je vais commencer par Jonathan Narvaez. J'en étais sûr. C'est mon premier nom. C'était mon C'est le premier nom, premier que C'est pas j'allais vrai. évoquer. Si, tout pareil. Ouais. exactement. Mais du coup, je suis très attentif à ton Bah oui, explication qui on va aura peut-être certainement rejoindre la mienne. on aura peut-être une explication différente. Parce qu'au final, sa saison à lui, elle n'est pas si extraordinaire, mais c'est la saison de Pogacar qui rend la victoire de Narvaez sur le Giro assez extraordinaire. Bah, c'est pas le seul coureur qui a battu Pogacar cette année, mais pour moi, à mes yeux en tout cas, c'est la défaite la plus retentissante de Pogacar. Parce que voilà, Milan-San Remo, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, mais on savait qu'il pouvait perdre. Face à Vingegaard sur le Tour, on se disait, ah bah tiens, il commence à être fatigué du Giro, hein, naïf qu'on était. Mais là, voilà, ici, sur cette première étape du Giro, si on vous dit Pogacar attaque sur une arrivée punchy, mais trop punchy pour les punchers et que les coureurs du classement général ne savent pas suivre, ah bah oui, bah, Pogacar a gagné. Sauf que là, non, il y a un gars qui a su le suivre, c'est un des seuls qui a su suivre une attaque, c'est peut-être pas le seul, hein, avec Vingegaard, qui a su suivre une attaque de Pogacar cette année, si on enlève Milan-San Remo, et il a réussi à le battre. Donc pour moi, c'est extraordinaire. Gagner une étape d'un grand tour, c'est bien, mais là, c'est quand même assez extraordinaire. Mais je suis assez d'accord. C'est pour moi, c'est le coureur le plus représentatif de la saison à plein d'égards. Et notamment, effectivement, c'est pas le seul, tu l'as mentionné, mais celui qui a battu Pogacar de façon la plus éclatante. Et Ouais. il fallait se lever tôt pour battre Pogacar cette année-ci. Je rajouterais peut-être un petit truc, c'est que c'est aussi assez. Enfin, moi, ça m'interpelle le fait que Narvaez est peut-être le coureur de chez Ineos Grenadiers dont on a le plus parlé. Mhm. Sachant que bah, Ineos est une équipe dans laquelle on retrouve des Tom Pidcock, des Carlos Rodriguez, des Geraint Thomas, et on se retrouve avec ici un profil d'un puncher presque flandrien, hein, Narvaez, qui est le coureur entre guillemets phare de la saison, en tous les cas celui dont on aura le plus parlé. Ce qui démontre selon moi qu'il y a vraiment une forte évolution dans le peloton pro depuis quelques années. Ineos qui était l'équipe intouchable depuis de nombreuses années, qui allait régner sur le cyclisme pendant de nombreuses années et qui, malgré un budget assez volumineux, n'est plus que l'ombre de lui-même, est dépassé par Team Emirates, par Visma, certainement par Bora aujourd'hui, peut-être même par Soudal. Et Ouais. donc, c'est une façon peut-être aussi je trouve, en tout cas pour moi, de voir l'avenir et de me dire, Mhm. aujourd'hui, Pogacar et UAE dominent tout, mais peut-être que l'année prochaine, ce serait une autre équipe. Et Parfait. c'est peut-être pas si fou de dire ça, puisqu'on se rappelle que Visma dominait complètement la saison passée, et en 2024, pardon, bah, entre guillemets, hein, on les a pas vus. Donc ça prouve bien qu'une saison n'est pas l'autre et qu'en cyclisme, C'est tout peut clair. aller très vite. Et c'est marrant parce que les trois noms, excuse-moi, Damien, les trois noms que tu as donnés d'Ineos, ben, c'est trois candidats aux déceptions de l'année, hein, en quelque sorte, hein. Vous avez tout dit. Je voulais juste encore appuyer sur le côté, pour moi, c'est presque la seule défaite de Pogacar. Parce que contre Vingegaard, il y a la Freigal. Milan-San Remo, c'est moins le terrain qui lui va. C'est Là, ça. on est à Pogacar en pleine forme.
qui veut la victoire pour avoir le maillot, qui est sur son terrain de prédilection. Et Narvaez, il fait l'exploit de l'année pour moi sur ce coup-là. Donc oui, évidemment qu'il allait se retrouver dans ma liste aussi, mais ça part fort. Donc, Ouais, le premier nom à tous les trois, c'est quand même assez extraordinaire. Et d'ailleurs, on rappellera que Narvaez ne battra plus Pogacar, puisque Narvaez sera équipier de Ah ouais. Pogacar à partir de la saison prochaine. Ça, c'est dommage. Alexis, je vais te redonner la parole en premier en espérant que tu ne vas pas nous balancer le nom qu'on a tous derrière. Bon, je vais pas mettre celui qui était juste après parce que je suis sûr que vous l'avez aussi. Je vais en mettre un autre, bah, peut-être que vous l'auriez aussi, c'est Romain Bardet. Pas... C'était mon deuxième nom. Ah ouais. On a Voilà, le même nom. je vais la faire court, hein, je vais te laisser expliquer tes raisons, mais tout simplement parce que pour moi, il n'a pas forcément tout le soutien qu'il mérite en France. Et parce qu'il a porté le maillot jaune, qui est un bel hommage à sa carrière. En plus de ça, on l'a vu dans un registre où on aurait peut-être aimé plus le voir dans sa carrière, sur Liège-Bastogne-Liège notamment. Donc voilà, pour moi, ça mérite une mention. Mais je l'avais pris effectivement parmi les coureurs qui m'ont vraiment marqué cette saison. Alors, on sait, il va reprendre la saison prochaine, mais va arrêter assez vite, hein, je pense, après le Dauphiné. Mais c'est un coureur qu'on a souvent, et tu l'as mentionné, qu'on a souvent comparé forcément à Pinot. Mhm. Et dans cette comparaison, on a toujours fait de Pinot le coureur qui faisait vivre des émotions. Et Bardet, qui était plutôt ce coureur un peu robotisé, plus axé sur les résultats. Et donc moi, dans cette compétition entre ces deux étoiles du cyclisme français, j'étais plutôt un pro Pinot qu'un pro Bardet. Alors, je ne suis pas aujourd'hui en train de vous dire, je change d'avis, je n'étais pas un pro Pinot. J'étais un pro Pinot, mais je suis devenu un pro Bardet. La question que je me pose, c'est est-ce que il a fallu attendre que Pinot soit de côté pour qu'on se rende compte que Bardet, finalement, c'est aussi un coureur émotion, c'est aussi un coureur frisson, comme on les appelle. Mhm. Et moi, je trouve que ces dernières saisons, notamment son passage de chez AG2R vers DSM, a fait énormément de bien aux coureurs, peut-être pas à son palmarès, mais en tout cas aux coureurs, parce que c'est quelqu'un qui est devenu hyper plaisant à voir, qu'on avait envie de pousser sur le vélo. Et tu as mentionné sa deuxième place à Liège-Bastogne-Liège. Moi, j'en avais pratiquement les larmes aux yeux, tellement c'était Mhm. fort ce qui s'était passé. Et alors, tu l'as mentionné aussi, le maillot jaune, c'est c'est l'histoire. C'est l'histoire qui s'écrit. Ce coureur qui aurait dû gagner un Tour de France pour les Français, et qui finalement devra attendre son tout dernier Tour de France pour porter le maillot jaune. Ouais. Et de quelle façon? Là, on attendait un Romain Bardet en haut de Péragude ou en haut de l'Alpe d'Huez. Voilà quelqu'un qui va remporter une étape, je dirais pas de plat, il y a quand même pas mal de D+. Mais enfin, on n'attendait pas sur cette étape au Tour de France. Ouais. Et ça montre, je dis, vraiment cette transformation, cette évolution du coureur qui est devenu quelqu'un d'éminemment sympathique, d'éminemment attachant. Et je disais en début ici qu'il avait un peu ce côté robotique, robotisé, cette image en tous les cas en début de carrière. Je trouve qu'il n'a plus du tout. Et dans un peloton qui aujourd'hui, il est par contre beaucoup plus devenu, bah, lui faisait encore partie de ces coureurs, fait encore partie de ces coureurs qui restent humains et qui osent, je veux dire, perdre pour essayer de gagner. Et donc, c'est un Mhm. coureur qui, je pense, va énormément manquer. Je pense autant qu'un Thibaut Pinot va énormément manquer au cyclisme en général. Et je l'espère aussi, entre guillemets, au cyclisme français en particulier. Eh bien, je ne l'avais pas dans ma liste. Je l'avais dans ma réserve. Excellent. Ah, Je l'avais dans ma réserve en plus, et vous savez tout le bien, je ne vais pas le répéter, tout le bien bien que sûr. je pense de Romain Bardet, et ça me fait vraiment plaisir cette dernière saison, on va dire, puisque c'est la dernière saison en entier, et son maillot jaune, évidemment. Donc je suis très content aussi que vous le mentionnez. Et moi, je voulais aussi ouvrir un chapitre français, donc ça tombe bien, on est en plein dedans avec Romain Bardet, parce que mes quelques noms qui vont suivre, ils seront français, vous le verrez. Et je voulais commencer, honneur aux dames, je voulais commencer par Evita Muzic. On parle jamais de cyclisme féminin, ou C'est vrai. presque jamais, nous ici. J'en regarde trop peu à mon goût, en fait. Alors les gens vont me dire, bah, regarde-le si t'aimes bien, sauf que oui, il faut du temps aussi pour regarder à la fois le cyclisme masculin et à la fois le cyclisme féminin. À chaque fois que je le regarde, je trouve ce cyclisme est super sympa. Il est en pleine Mhm. progression, C'est en plein clair. essor, et il est très chouette à regarder. Donc je voulais quand même en faire un tout petit peu la promotion. Pourquoi Evita Muzic? J'aurais pu prendre Kopecky, évidemment. J'aurais pu prendre Nioa Demar parce que bah, son rêve sur le Tour de France et parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait plus gagné, qu'elle regoute au succès, etc. J'ai pris Muzic parce qu'en fait, c'est celle qui m'a le plus interpellé. Elle a passé un fameux step. J'ai eu l'impression en début de saison, j'avais l'impression de voir du Muzic partout. C'était la révélation du début de saison. Euh, et donc voilà, il fallait en choisir une, j'ai choisi Evita. Et aussi parce que ça permet de souligner quand même le transfert de Vollering pour l'année prochaine
Je dis pas de bêtises, FDJ FDJ Suez. Suez, Ouais. pas Groupama, FDJ Ouais. Suez. Euh, et donc, ben, on va voir un peu comment ça se passera, la cohabitation entre Voloring et Music. J'espère que ça portera pas trop préjudice à la française. Mais voilà, je voulais mettre un Ouais. peu ce cyclisme en avant, quoi. Ouais. D'autant que si je ne m'abuse, je pense que Juliette Labousse va également chez FDJ. Cela dit, c'est pas encore officiel, je pense, hein, pour, Je ne crois pas, mais bon, faudra voir. A priori, Vollering sera chez eux. Et à l'inverse, on a le départ là, d'une coureuse qui a marqué vraiment son empreinte à la fois, je dirais, l'équipe FDJ Suez ces dernières saisons, mais qui est aussi marqué, en tout cas au niveau francophone ou francophile. Vraiment, le renouveau du cyclisme féminin, c'est Cécilie. Cécilie Outreau-Poudvig qui s'en va, qui part justement enfin, avec Nevia Donna, donc chez SRAM. C'est un fameux transfert aussi dans l'autre sens, mais c'est vrai, c'est chouette que tu l'aies fait, parce qu'on n'en parle jamais. Mais le cyclisme féminin, c'est vraiment un truc qui devient intéressant à suivre, en espérant qu'il n'y ait pas les mêmes dérives que ce qu'on connaît aujourd'hui dans le cyclisme masculin. Et c'est vrai que FDJ Suez, là, on a vraiment cette super équipe en formation. Donc, il faudrait rester attentif à ça aussi. sauf qu'ici, une super équipe va faire du bien parce que tu n'en avais qu'une, SD Ouais. Works. Et au final, là, c'est un peu le contraire de chez hommes. Voir arriver une deuxième superpuissance, finalement, on peut Oui, presque s'en réjouir. c'est vrai, Donc, voilà. C'est Ouais. clair. c'est vrai. Alors, on parle du cyclisme français. Je vous annonce déjà, j'ai plusieurs noms français sur ma liste. Je vais en choisir un. C'est Pierre Gautrat. Alors, pourquoi est-ce que je parle de Pierre Gautrat? Parce que c'est un mec qui symbolise beaucoup de choses, je trouve, dans cette saison. Donc, Pierre Gautrat, c'est ce jeune coureur de chez Decathlon AG2R qui est pour moi une des révélations vraiment de cette saison et surtout du printemps, des classiques du printemps flandrien. Alors, pas tellement du coup dans les résultats qu'il a fait. Je pense qu'il fait une sixième place dans une semi-classique et c'est presque à peu près tout. Mais c'est un coureur, quand on regarde de plus proche ses performances, euh, il a de la caisse, comme on dit. Il a vraiment des aptitudes. Dès qu'on monte sur les monts flandriens, dès qu'on est sur les secteurs pavés, c'est un mec qui turbine. Et je pense que là, on a peut-être, il faudra évidemment confirmer, mais on a peut-être là le prochain grand Flandrien français, en tout cas je le lui souhaite. Et à travers lui, c'est une façon aussi de saluer tout le travail et la révélation, la renaissance, hein, on peut franchement le dire, de l'équipe AG2R, sponsorisée par Decathlon désormais aussi, qui avait fait un début de saison tonitruant, qui ne s'est pas totalement écroulé comme on aurait pu le penser, loin de là. Et donc, il y a vraiment cette marque franco-française finalement qui est en train d'émerger chez eux dans un contexte où je pense personne n'aurait parié dessus il y a encore de ça 12 mois, puisque dans cette compétition entre équipes françaises, il y a une autre équipe qui avait cette dimension, qui a ses maillots colorés au drapeau de la France, qui est passée par contre là, mais on pourra y revenir plus tard, un peu à côté de sa saison, alors que Decathlon a été magistral. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de prendre quelqu'un un peu de l'ombre, qui n'est pas justement un de ces coureurs qui a été gagné à gauche à droite, mais j'espère que ce sera un des coureurs de chez Decathlon qui va gagner prochainement à gauche à droite. 21 ans, hein, donc on peut attendre le meilleur de sa part. Bah écoute, tu parles des petits jeunes, moi maintenant je vais parler des grosses écuries. Je vais parler d'un coureur. Si celui-là vous l'avez, franchement, ça devient bizarre. Je vais parler d'un coureur qui me permettra de parler de Pogacar et j'avais pas envie de parler d'un gros nom de chez UAE et donc j'ai pris un de ses plus fidèles lieutenants que Pogacar veut avoir quasiment partout, c'est Domen Novak. Ouais. Parce que voilà, Domen Novak, c'est pas le coureur qui va venir jouer la bataille finale ou la victoire, voilà, peu importe la course, ça c'est clair et net. Mais je pense que c'est un des lieutenants les plus importants pour Tadej Pogacar parce que pendant toute la première partie de course, c'est celui qui permet à Tadej Pogacar de rouler le moins possible, de prendre le moins de vent possible. Il est toujours devant lui, il va prendre ses bidons, il lui donne ses gels et voilà, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important pour lui et qui va faire des relais au final loin de l'arrivée, mais des relais qui au final font mal à tout le monde. Pogacar attaque juste après. Et donc voilà, je pense que c'est un gars super important dans le rouage. Ouais. Parfois, il sait faire mal aux autres, hein. On l'a vu quand Mhm. même quelques fois durant la saison. Dont Mondiaux, hein. Ouais. Il Mais était. effectivement, je te rassure, j'avais pas Novak dans ma liste. Voilà, Avant c'est toi. pas. Et je pense très honnêtement, alors évidemment, je le répète, c'est pas un gars qui va briller ou qui va aller battre des grands noms à la pédale, mais je pense que c'est un gars qui est peut-être tout aussi important ou pas loin qu'un Adam Yates pour Pogacar. Bon, en tout cas, dans le système UAE, c'est un gars extrêmement important pour Pogacar.
Ouais. Oui, je le vois un peu dans le style de Bière qui est peut-être juste au-dessus, quoi. Mais Ouais. effectivement, ça fait partie du trait très important Mais je de pense que UAE. si tu demandes à Pogacar de qui est-ce qu'il souhaite conserver l'année prochaine, il fera partie des premiers noms. Mhm. Ok, moi je vais retourner dans mon giron français. Comme j'ai dit, j'avais deux, trois noms français qui vont suivre. Et je vais tout de suite citer un plus grand nom. Je vais vous parler de Julian Alaphilippe. Quel bonheur de voir Julian. Alors, c'est pas, on l'a déjà dit, c'est pas le Julian champion du monde. Et je pense malheureusement pas qu'on reverra ce coureur-là. Il lui en manque encore un peu pour être avec les tout meilleurs. Et je crois que malheureusement, ben, son prime est passé et on le reverra pas avec les cadors du peloton. Mais c'est revenu un très bon coureur. Il nous a régalé sur le Giro. Il nous a fait un Giro de folie. Et puis surtout, ce qui m'a plu, c'est que ça n'a pas été juste le mois de mai le Giro. C'est que Mhm. pour la première fois depuis très longtemps, on l'a vu tenir une forme sur plusieurs mois. On l'a vu à la Classicoa, il était bon. Ouais. On l'a vu sur les Canadiennes, il a tenté. Il a son tempérament offensif, il régale. Donc le comeback de Julien Alaphilippe, je trouve vraiment que 2024 aura marqué le comeback de Julien Alaphilippe. Et je vais tricher un petit peu, je vais en profiter pour citer deux noms sans trop m'attarder. Il y a le comeback de plusieurs coureurs. On l'a un peu oublié parce que la fin de saison était beaucoup plus compliquée. D'ailleurs, il n'a plus couru depuis le Tour. Mais Egan Bernal nous a quand même fait bien plaisir au début de saison. J'ai quand même envie de C'est vrai. mentionner son comeback à lui. Et alors, l'autre, bah, c'est l'inverse. C'est en fin de saison. C'est Marc Hirschi Ouais. qui revit. Donc là, on a trois très beaux comebacks. Et s'il garde ce niveau-là, Tudor va bien se frotter les mains parce qu'il y en aura deux chez eux l'année C'est prochaine. clair. Je suis intéressé de voir à la Philippe chez Tudor. Je suis curieux de voir ce que ça va donner avec Hirschi en plus. Quand on voit la Classicoa, bah, clairement, on peut se dire que Tudor, bah, ils se donnent les moyens pour, mais ils vont jouer les premiers rôles sur certaines courses. Peut-être pour rester dans le giron français, puisqu'on parle beaucoup de français, j'avais encore un autre coureur français dans ma liste, c'est Lenny Martinez. Super. Alors, je vais tout de suite vous l'annoncer, je ne vais pas en parler en bien. C'est-à-dire que Lenny Martinez, en début de saison, moi j'ai cru qu'il avait passé tout de suite, ou qu'il était en mesure de passer tout de suite un nouveau step, après celui déjà passé sur la Vuelta l'année passée, c'est-à-dire que, rappelez-vous, maillot rouge pendant plusieurs jours. Et ici, en fait, il a réalisé un excellent début de saison, Mhm. jusqu'à finalement cette saga du transfert annoncé pardon, chez Bahreïn, démenti, puis confirmé, et puis cette explosion en plein vol sur le Tour de France. Euh, En fait, je dis que je ne l'ai pas en parlant bien parce que, en réalité, avec le recul aujourd'hui, en cette fin de saison, quand je regarde sa saison, je me dis qu'au final, euh, il a fait tous des choix, je ne vais pas dire qu'ils sont les mauvais, mais qui, moi, ne me plaisent pas. C'est-à-dire que quand Lenny Martinez gagne, c'est parce qu'il s'use des roues, parce qu'il saute sur la ligne qui était mal tracée à un autre coureur. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est du jusqu'au-boutisme. Moi, je dis que c'est de l'opportunisme. D'ailleurs, d'autres coureurs qu'on a déjà cités dans ce podcast depuis le début de ce numéro l'avaient un peu égratigné à cette occasion, si vous voyez de qui je parle et de quelle course je parle. Euh, mais donc, voilà, il y a ce côté un peu déplaisant, je trouve, de ce coureur à la Madio, je le dis tantôt, il y a des coureurs que j'adore parce qu'ils osent perdre pour gagner. Et ici, je trouve que on l'a brimé, en fait, ou il s'est brimé, je ne sais pas, enfin, on l'a bridé, oui, c'est bridé, pardon, pas brimé. Et donc, du coup, on a vu un Lenny Martinez qui était toujours un petit peu sur la défensive, sur la réserve, là où j'aurais voulu le voir à l'offensive, où j'aurais voulu le voir risquer des choses. Et puis, bah, je terminerai avec ce transfert. De nouveau, je ne dis pas que c'est un mauvais choix qu'il fait, c'est le choix que moi, je n'aurais pas fait dans une équipe Bahreïn hein, qui, bah, depuis le Tour de France l'année passée, et les perquisitions qui avaient eu lieu en début, bah, on ne les voit plus trop. Donc, je suis un peu inquiet pour lui de voir un peu ce qu'il va aller faire là-bas. Je pense que voilà, il y avait vraiment un dynamisme nouveau chez Groupama et on a beaucoup évoqué Romain Grégoire comme étant la nouvelle pépite du cyclisme français. Et en fait, on s'était rendu compte en début de saison que bah non, c'est plus que Grégoire encore, c'est peut-être Lenny Martinez. Et là, voilà, par rapport à tout ce que moi j'attends dans le cyclisme, il a fait tous les choix qui ne vont pas dans ce sens-là. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de le mentionner parce que je trouve que c'est un merveilleux coureur, mais qui n'a pas fait les bons choix, enfin les bons choix, non, qui n'a pas fait les choix qui m'intéressent, ou euh, qui a suivi des choix qu'on lui a demandé de faire, des agents ou autres, et qui ne sont pas ceux qui m'intéressent. Je Je suis suis dur, hein, je suis Je, dur, mais.
je, je l'avais dans ma réserve. Je suis très content que tu en parles du coup. Et alors là, je suis très content de ce qu'on dit parce que je suis totalement en désaccord avec toi. Et c'est cool, c'est super rare. Et c'est cool en fait qu'on soit vraiment en désaccord comme ça. Pour moi, le step, il l'a passé, mais de fou. Son début de saison, il est incroyable. Sur des courses d'un jour où je l'attendais pas. Et, le Laigueglia, la plus belle course au monde selon Enzo. Bon, ça c'est n'importe quoi, mais coucou Enzo. Mais enfin, il va le gagner il va le gagner en solitaire. Sur l'estradé, il est bon. Alors oui, ok, il saute sur la ligne. Moi, honnêtement, je vais aller sur le jusqu'au boutisme. Enfin, je sais pas, tu laisses pas une victoire. C'est con, Johannessen l'a mérité plus, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est l'effet de course. Roglic, il a sauté à la Philippe qui lève les bras. Ouais, bon, voilà, c'est comme ça. Et, et en fait, sa deuxième partie de saison, elle est foutue, il explose en plein vol, mais moi je pense que c'est Groupama qui le crame. Je pense Oui, pas que c'est ses choix à lui, je pense pas que c'est son problème d'agent, je pense que c'est Groupama qui le crame. Peut-être justement parce qu'il part et qu'ils en ont plus rien Ouais, à parce foutre. qu'il Alors là, part, je à fais mon peut-être avis. un procès ouais, ben je pense. Moi, je fais peut-être un procès d'attention justement à Groupama plutôt qu'à Lenny Martinez Ouais, pour le ouais, coup. ouais. Donc, ouais, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Sur la Bahreïn, je suis pas non plus totalement d'accord avec toi. Pour moi, la Bahreïn, c'est une équipe beaucoup plus solide que la Groupama. Alors, sur l'éthique, je suis tout à fait d'accord, hein, évidemment. Et bien entendu que sur ma vision, entre guillemets, romantique du cyclisme, je préfère Lenny Martinez chez Groupama que chez Bahreïn. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que la grosse majorité des suiveurs sera d'accord avec ça. Mais sur est-ce que c'est un bon plan pour lui? Bon, l'avenir nous le dira et bon, on saura même pas parce que s'il se plante chez Bahreïn, React 10 chez Groupama, il aurait explosé, donc on saura pas. Mais je trouve pas qu'on voit plus Bahreïn. C'est solide. C'est moins solide que ce que c'était avant la fameuse histoire. Oui, Colbrelli n'est plus le meilleur coureur du monde, mais Bilbao c'est solide. Mohoric, Tiberi, est-ce que tu as vu la saison de Tiberi? Enfin, moi, je Ouais. trouve quand même, franchement, je pense quand même qu'il n'y a pas photo entre Bahreïn et Groupama. Je suis désolé pour les fans de la Groupama, mais au niveau sportif, en tout cas, au minimum, c'est égal, mais dans mon esprit, c'est même pas égal. C'est mieux la Bahreïn. Oui, Alors oui. voilà. Donc, je suis fort en désaccord, si ce n'est, et là, je te rejoins sur ta vision du cyclisme, le côté Lenny, il y avait un projet chez Groupama et plus romantique. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pas étonnant. On sait bien qu'on partage cette même vision. Mais voilà, c'est marrant en fait de t'entendre dire ça alors que je pensais tout, presque tout l'opposé, quoi. Alexis, je sais pas si, si tu veux trancher, si tu veux te mettre au milieu, si tu veux, ou si tu n'as pas Bon, spécialement bah d'avis sur écoutez, la question, hein. je crois que c'est simple. Pour la première partie de saison, je te rejoins. Là, pour la deuxième partie, je rejoins Romain. À partir de fin mai, on l'a plus vu. Alors c'est vrai que c'est peut-être à cause des choix de Groupama, mais qui font suite aux siens. Et voilà, moi j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un corps qui a besoin d'un environnement, d'une atmosphère positive, et que c'est un peu ça aussi, c'est ce manque d'atmosphère positive qui l'a fait qu'il est complètement explosé en plein vol au cours de cette saison. Et je suis pas sûr qu'il trouvera ça chez Bahreïn, donc l'avenir nous le dira, mais je suis pas convaincu. Ok. Ben oui, on verra. Moi, j'avais encore un nom français, et je pensais que Romain allait citer celui-là, donc je suis content de lui griller peut-être la politesse, je ne sais pas. J'ai envie de vous parler, ce sera mon dernier français quand même, parce qu'après on va peut-être parler un peu d'autres d'autres nationalités. C'est Valentin Paré-Peintre. Je ne pouvais pas passer à côté de Valentin Paré-Peintre. Chaque année, on a des révélations. Moi, Valentin Paré-Peintre, j'en ferai un de mes candidats. En tout cas, il est sur ma shortlist des toutes grosses révélations de cette année. Il a fait un Giro, il était mais, incroyable. Voilà, dans mes révélations, si j'avais dû choisir, il y aurait eu lui, il y aurait peut-être eu Pity, il y aurait peut-être eu Lipovitz, mais je préfère parler de Valentin aussi pour évoquer bah, son transfert chez Soudal pour l'année prochaine. Voilà un choix qui nous plaît. Voilà un choix qui nous plaît, et en fait, c'est un peu tôt, parce que on fera une preview 2025 en temps et heure, mais j'ai déjà quand même envie de dire que bah, le recrutement Soudal, ça met quand même l'eau à la bouche Ouais, pour tous les fans de Remco et pour tous les fans de ce terrain-là, parce que j'espère quand même qu'un garçon comme Valentin aura des occasions de briller et ne va pas juste aller travailler pour Remco. Et ça marque encore une fois un peu plus le changement de terrain de cette équipe. c'est Là, clair. c'est clairement maintenant, on voit très clairement la ligne que ça prend. ben oui, Valentin Paré-Peintre, pour ne rien te cacher, je l'avais effectivement dans mon top 10. Et puis j'ai hésité parce que je parlais tantôt de Pierre Gautrat. C'était une façon effectivement de mettre en avant les jeunes Français. Il y avait un troisième que j'avais noté qui était Paul Lapeyra, que du coup j'ai fait sauter de ma liste de 10. Voilà, on s'était dit on va en rester sur 10. Mais oui, je te rejoins tout à fait. Énorme claque sur ce Giro. Ouais, à fond. On l'a encore vu euh, enfin, beaucoup travailler sur la Vuelta par après. Donc c'est vraiment un coureur qui s'est révélé, d'autant plus que petit clin d'œil, on attendait plutôt son frère à la rigueur, Aurélien Paré-Peintre,
Et donc voilà, c'est comme quoi un frangin parfois peut en cacher un autre. Ouais, un peu une bouffée d'air frais hein, sur ce Giro par Eprindre. Du coup, si je peux me permettre, vu que tu parles d'équipier, de lieutenant, enfin de futur lieutenant de Remco, moi dans ma liste j'ai choisi Mikel Landa. Mais je ne l'ai pas uniquement choisi pour son rôle de lieutenant, mais parce qu'il a été déjà, enfin pas uniquement, mais aussi, il a été super intéressant sur la Volta avant de craquer, et sur le Tour il finit cinquième, et en fait on peut même se demander si c'était pas lui, bon on peut débattre, mais si c'était pas lui le quatrième plus fort derrière trois coureurs absolument intouchables. Et puis forcément, en tant qu'équipier, même si au final, on en a déjà parlé, est-ce que c'est si utile d'avoir un équipier pour Remco quand on voit que dès l'attaque de Pogacar, c'est chacun pour soi? Tout de même, il a quand même donné des relais importants à Remco et surtout, il était toujours présent au cas où. Il était toujours là, il n'a pas eu son jour sans, il était volontaire aussi pour aider Remco. Donc pour moi, excellente recrue et recrue marquante, peut-être même une des plus marquantes de cette saison. Effectivement, tout à fait d'accord. Il a tenu son rang, voire mieux, en fait. Donc, Ouais. Romain. Ben écoute, tu l'as mentionné, on va peut-être en parler maintenant, Remco Evenepoel. Ah voilà. Je l'ai mentionné et comme j'avais cru comprendre qu'effectivement c'est un coureur que vous alliez sélectionner, mais apparemment il y a une petite surprise. Mais je vais juste dire une chose, c'est que Remco m'a donné vraiment la sensation cette saison de passer un step Mhm. et de passer un step autant sur le vélo qu'en dehors du vélo. Et moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est-à-dire que, faut quand même pas oublier, le mec est tombé, fracture de la clavicule et de l'omoplate. Ouais. Il est quand même revenu à son meilleur niveau, avec les résultats qu'on lui connaît, mais surtout avec une banane sur le vélo, une banane à l'interview. On l'a encore vu parfois râler sur un coureur qui ne prenait pas le relais, mais ça s'est quand même nettement assagi de ce côté-là. Et donc, ça devient finalement un coureur qui, je pense, est en train de mettre progressivement un peu tout le monde d'accord sur le fait que on ne s'est pas emballé sur lui. C'est vraiment quelqu'un qui a d'énormes qualités et qui va marquer en tous les cas le cyclisme belge, si pas le cyclisme mondial. Ouais. En fait, sur Remco, je sais que Damien, tu auras beaucoup de choses à dire. Je me permets juste de dire, Remco, je pense qu'on n'a pas exagéré quand on parlait de son potentiel. C'est juste qu'on n'avait pas envisagé qui est encore plus fort que lui, tout simplement. J'ai pas tant de choses à dire, en fait. D'abord, la première chose, c'est que je promets, je me confesse, je ne douterai plus de Remco. Parce que, avant le tour, moi, je ne croyais pas, vous savez bien, je ne croyais pas qu'il pouvait faire ça. Il m'a bluffé totalement. Et en fait, à chaque fois, il me bluffe. Donc, à un moment donné, je vais arrêter de ne plus croire en lui. Donc, pardon, Remco. Par contre, là où je vais encore un tout petit peu douter, j'espère qu'il me fera mentir, je suis d'accord avec ce que tu dis, Romain. J'ai eu cette impression-là qui était très assagie. Mais en fait, je me dis aussi, tout tournait comme il le voulait. Et une fois que ça a été un peu plus compliqué sur les mondiaux, on l'a revu un peu râler. Donc j'attends de Mm. voir s'il a une passe difficile, comment ça ira au niveau du caractère. Après, c'est bien aussi d'être gagnant, mais j'avoue que parfois, je m'agace de certaines réactions, mais je lui jette pas du tout la pierre. Ça va pas être C'est un ça non plus, râleur. hein. Oui, oui. C'est un râleur. Et moi, c'est vrai que moi, bon, je l'aime beaucoup parce qu'il y a cette proximité. Mais c'est vrai que de base, je suis pas fan des râleurs. Mais c'est un râleur. Mais à part ça, c'est vrai qu'il s'agit. Et sur le Tour de France, oui, ça allait comme il voulait, mais c'était quand même pas le meilleur. Or, il voudrait être le meilleur. Et c'était quand même, je reprends l'expression, un bol d'air frais. Et il était apprécié là où tout le monde le détestait, c'est-à-dire en France. Voilà, Ouais. c'est un peu la coqueluche des médias français sur le Tour de France. Et ça, il y a encore 2 ans, on s'y attendait pas. Oui, maintenant tu dis veut être le meilleur, je crois qu'il était lucide aussi. Il venait, Oui, une oui, troisième place, ouais, lui, il était j'espère. content derrière les deux monstres. Donc Ouais. voilà, je pense que. Alors, après, on va quand même aussi un tout petit peu parler des Jeux Olympiques, parce que moi, ça, c'est gravé dans l'histoire de mon cyclisme. Le Ouais, doublé pareil. avec la Tour Eiffel derrière à Paris, enfin, ça, c'est gravé dans l'histoire. Et en fait, moi, je voulais juste vous poser une question sur Remco de ça. C'est pas vraiment une petite surprise. Je veux votre avis. Moi, je vais vous dire que je le pense. Est-ce que pour vous, Remco, maintenant, c'est le deuxième meilleur cycliste au monde? C'est la deuxième superstar du cyclisme international, derrière Pogacar, évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est qu'il peut être deuxième sur un grand tour. Pour moi, ça ne se pose même pas la question. Vingegaard reste loin devant. Ça ne veut pas dire que c'est le deuxième du Vélo d'Or 2024, même si on pourra en discuter. Est-ce que pour vous, quand on pense cyclisme, bon, le premier nom qui doit venir en théorie, c'est Pogacar. Mais est-ce que le deuxième nom qui doit venir quand on parle cyclisme maintenant, c'est Remco Evenepoel? Moi, je pense que oui. Ouais, je pense aussi. C'est un tout, hein. C'est la force sur le vélo, c'est l'aura, le charisme, le La palmarès. polyvalence. C'est tout. C'est vraiment quelque chose de global
Pour moi, ça peut se jouer avec Van Der Poel. Ça aurait pu se jouer Je suis avec Van d'accord. Aert il y a 2 ans, mais maintenant, c'est Remco Evenepoel pour moi. Ouais, je suis d'accord aussi, et tu l'as dit, pour la polyvalence, simplement. Mhm. Il y a Van Der Poel, il y a Vingegaard, c'est des monstres complets dans sur leur terrain de prédilection, et qui sont certainement, peut-être encore à l'heure actuelle, un peu plus forts peut-être que Remco sur leur terrain de prédilection. Mais qu'on ne voit que sur le train de prédilection. J'attends de voir un Van Der Poel enfin, chasser un maillot vert avec le panache comme d'autres l'ont fait avant lui. Et j'attends de voir un Jonas Vingegaard venir faire un peu autre chose que le Tour de France. Et je ne parle pas de Gran Camino ou de Tirreno Adriatico, mais plutôt de venir jouer la gang sur un Liège-Bastogne-Liège ou sur une course d'un jour, les mondiaux, les Jeux Olympiques. Ce qu'on n'a jamais vu, ou quand il y est, il est tellement discret qu'on oublie qu'il est sur place. Donc voilà, pour cette polyvalence, je mettrais effectivement Mhm. Remco Evenepoel pour l'instant un cran au-dessus des autres. Pour moi aussi, c'est Et l'aura qui dégage qui, pour moi, est phénoménal. Tu parles des JO. Moi, je me rappelle de mon grand-père qui me parlait de sa jeunesse et de ce que lui a vécu en tant que fan de cyclisme. Ben, moi, je parlerais des Jeux Olympiques de Remco Evenepoel. C'est clair. oui. Et clairement, ça compte dans la question est-ce que c'est le deuxième cyclisme? Ouais, ouais. Clairement, l'aura compte, hein. Ouais, ouais. Oui. Ok, je vais reprendre la main avec un coureur, c'est d'un coup beaucoup moins claquant, même s'il a fait une bonne petite saison. Je vais vous parler de Stephen Williams. Mm. C'est pas mal déjà parce que personne ne l'attendait et que d'entrée de jeu, il gagne le Tour Down Under. En fin de saison, il gagne le Tour of Britain, pas mal pour le mec. Mais bien évidemment, c'est un peu un prétexte. Je vais me servir de ce qui est pour moi sa plus grande victoire, c'est la Flèche Wallonne. Et je voulais en parler parce que pour moi, la Flèche Wallonne, c'est la course de l'année. Ouais. Mais je n'hésite même pas une seconde. Pour moi, c'est la Ouais, course de extraordinaire. l'année. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour de toute mon existence. Je me rappelle, je l'avais déjà dit à l'époque, mais pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, je me suis dit, c'est la Flèche Wallonne, ça va, t'as le temps avant d'allumer la retransmission. Mhm. J'ai allumé, je suis rentré chez moi, j'ai allumé, je me dis, je vais quand même revenir en arrière, voir s'il y a des trucs qui se sont passés, hein, et puis je vais passer un peu en accéléré. J'ai pas mis en accéléré une seule fois, j'ai fini en Ouais. différé de 4 heures en fait. J'ai pas pu avancer une seconde. Cette course était tout bonnement incroyable. Donc voilà, je voulais mentionner simplement ça pour la course qu'on a vécue sur la Flèche Wallonne. Ouais, pas grand-chose à dire, hein. Vraiment étonnamment plaisant. Oui, cette image de Mathias Kelmoz complètement Ouais. en crise d'hypothermie, là, c'était assez impressionnant. C'est une course qui aura marqué, je pense, les esprits tant des suiveurs que des coureurs eux-mêmes sur le calendrier 2024. Je dirais presque une course à l'ancienne, là, tu vois, des trucs que nous, Ouais. on n'a Oui. pas tellement vu, en fait, qu'on n'a pas tellement vécu. Et quand tu entends les récits, bah, tu as l'impression d'avoir revécu un peu ça, hein. Bon, les coureurs seront peut-être pas d'accord avec nous, c'était peut-être pas leur course préférée de l'année, hein, mais nous, dans notre canapé, c'était sympa en tout cas. Voilà. Moi, j'ai envie de parler d'un coureur que j'aime bien sans trop savoir pourquoi, c'est Michael Matthews. Parce que pour moi, il fait partie de ces coureurs de plus de 30 ans qui ont brillé avant le Covid et qui auraient pu ne plus briller depuis, parce qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. Mais lui, alors certes, bon, c'est pas la tête d'affiche, hein, mais il brille encore. Et cette année, il fait quand même deuxième de Milan-San Remo. Il passe tout près de la plus grande victoire de sa carrière. Il fait troisième du round après avoir été, avant d'être relégué pour un sprint où Cavendish n'aurait pas été relégué. Il fait dixième de l'Amstel. C'est la punchline de la soirée. Il fait dixième de l'Amstel et puis après il va encore une fois gagner, donc c'est quand même des courses très différentes. Et puis il va encore une fois gagner en World Tour au Québec devant Pogacar et Girmay notamment. Donc grosse saison pour lui à 34 ans, il arrive encore à nous surprendre. Et justement, tu parles de sprint irrégulier, il a été déclassé, et par contre, il a été très sympa sur Milan-San Remo où il aurait peut-être pu fermer la porte et aller le Ouais, chercher son monument. Donc le gars, c'est hein, vraiment clair. pas eu de bol cette année, hein. Alors Matthews, c'est plus qu'un sprinter aujourd'hui, hein. On est d'accord là-dessus, je Ouais. pense, mais ça reste quand même un coureur à la base qui vient du sprint, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai choisi de vous parler du meilleur sprinter du monde, Tim Merlier. Non, c'est vrai qu'on en a beaucoup, beaucoup rigolé et beaucoup discuté aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, qui est le meilleur sprinter de la saison? Est-ce que c'est Merlier? Est-ce que c'est Milan? En tous les cas, on s'est tous accordés pour dire que c'était pas Philipsen, Mm. que c'était pas Coy. Et bah, du coup, Merlier, personne ne l'attendait, je pense, à ce niveau-là. Et le mec, en fait, il n'a fait que m'impressionner toute la saison. Ça a commencé avec rappelez-vous, ce sprint de Maboul sur le Tour de l'Arabie Saoudite. Ouais. J'ai l'impression qu'il part au kilomètre à la rigueur. Enfin, c'était hallucinant tellement c'était long. Et puis, il n'a fait qu'enchaîner. Je repense notamment aussi à sa victoire à la Nokere course où il fait ce qu'il fait finalement chaque année, mais où il démarre avant le virage. Et puis, mais les autres sont tellement
estomaqué que le mec termine avec 6 secondes d'avance. Enfin, c'est un gars qui est vraiment impressionnant et qui, je trouve malheureusement, n'a pas eu toute la considération qu'il mériterait peut-être. Et je veux dire, c'est le sprinter qui a le plus gagné. Quand je dis que c'est le meilleur sprinter de la saison, intrinsèquement, c'est pas le plus rapide. Milan est plus rapide sur cette saison. Mais Merlier a une puissance phénoménale. Merlier a su se reconvertir dans la mesure où il y a encore 1, voire plutôt 2 ans d'ici, s'il n'est pas son train et qu'il n'était pas lancé en tête de peloton, Merlier ne gagnait jamais. Ouais. Ici, il joue tout seul, il roule tout seul, il va chercher ses victoires lui-même. C'est vraiment assez impressionnant dans sa façon aussi d'avoir évolué. Et on avait eu, rappelez-vous, ce débat avant le Tour de France. Est-ce qu'on prendrait Merlier ou pas dans une équipe Soudal entièrement ou pas dédiée à Remco? Moi, j'étais un fervent militant de prendre le Belge, le sprinter belge avec sur le Tour. Ça n'a pas été le cas. Je pense que l'année prochaine, il ne faut pas se rater, hein. L'année prochaine, on a évoqué Remco. Je pense que Remco, il doit aller chercher la gagne sur le Giro et puis venir s'amuser sur le Tour de France. Et un Tour de France qui va commencer à Lille et qui va faire toute la partie occidentale de l'Hexagone avec un paquet d'étapes qui vont lui convenir. Il faut absolument prendre Merlier là-bas. Et Merlier a prouvé qu'il a besoin d'avoir 6 gars avec lui pour faire un train. Il lui faut un bon rouleur pour tenir l'échappée à distance. Il lui faut un mec pour le placer. À la rigueur, un poisson pilote, mais il peut se débrouiller sans. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui mériterait, parce qu'il commence à prendre de l'âge aussi, mais c'est quelqu'un qui mériterait d'avoir encore cette opportunité de montrer sur la plus grande course du monde qu'est le Tour de France, qu'il est peut-être effectivement, comme je l'ai dit en boutade, quoique en début ici d'explication, que c'est peut-être le plus grand, enfin le meilleur sprinter du monde à l'heure actuelle. J'avais noté sur ma liste, et j'avais complètement triché, et là c'était mon dernier nom, c'était Merlier Milan, parce que je peux pas parler d'un sans parler de l'autre. Oui. Je suis d'accord avec plein de choses que tu as dit, notamment son évolution sur le placement, c'est flagrant, incroyable progression. Le seul truc où je suis en désaccord, c'est encore pour encenser Merlier, c'est que je suis pas si convaincu à 100% que Milan soit meilleur sprinter que Merlier en face à face. Pour moi, ça se vaut très fort. Les deux font des dingueries. Enfin, mais vraiment, j'ai changé d'avis durant toute la saison. Une fois c'est Merlier le meilleur, une fois c'est Milan, une fois c'est Merlier. Voilà, j'ai fini d'essayer de savoir lequel est le meilleur des deux. Je vais quand même sortir une statistique, puisque je les avais aussi mis dans ma liste, qui va peut-être régler le problème. Et j'invite Enzo à écouter attentivement. Je voudrais quand même souligner que Tim Merlier, cette année, c'est 16 victoires. 16 victoires, vous savez ce que c'est? C'est le nombre de victoires de Milan dans toute sa carrière, hein. Bon, il est encore jeune, c'est une boutade, évidemment. Mais non, j'ai regardé, blague à part, donc 16 victoires, 7 en World Tour et champion d'Europe. Milan, 11 victoires, 7 en World Tour, Cyclamen en surclassement. Là, on a les deux qui ont vraiment archi dominé le sprint pour moi cette année. Et Philipsen, effectivement, en recul, hein, je le mettrais troisième homme, mais qui a fait une très belle saison par ailleurs avec d'autres choses. On n'est pas là pour évoquer Philipsen, mais voilà, c'est pas taper sur Philipsen que de dire ça. Il a réussi des grandes choses et il fait une très très belle saison. Donc oui, voilà. Et Milan impressionnant sur pavé aussi, hein, Oui, cette saison. oui. J'ai hâte de voir l'année prochaine quand même avec cette magnifique équipe Lidl Trek, Ouais. dont j'ai un nom si vous voulez. Moi aussi, et on va voir si c'est le même. Allez, vas-y. Sûrement. Est-ce que c'est un Sûrement, que tu ouais. prononceras mieux que moi? Je sais pas si je le prononcerai mieux que toi, mais en tout cas, à part si tu es parti sur. Et là, je le prononcerai moins bien que toi, Gebreza Gebier. Non, c'est un laiton. C'est Toms. Ah ouais. Mais oui, c'est Toms. Moi aussi, Ouais, je l'ai noté, évidemment. Toms Coins. Ouais, vas-y, je te Ouais, laisse bah d'abord la écoute, parole. incroyable. En fait, quand on le voit faire craquer Wout van Aert à l'Omloop, on se demande un peu qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, le gars, en plus d'être un super équipier, dès que la course est dure, qu'elle est très physique, il est super fort. Et il fait deuxième d'Estrade, déjà. C'est pas, moi, je l'avais oublié, ça. Il fait huitième de l'E3, dixième du round, dans le deuxième groupe, hein, sous le round. 12e de la Flèche Wallonne, alors que c'est quand même pas un profil qui lui convient. Il fait cinquième des JO aussi, ça on a tendance à l'oublier, et quatrième des mondiaux. À chaque fois, c'est des courses hyper dures. Et chaque fois, il est là. Il a 33 ans, et pour moi, c'est limite une révélation. Alors qu'il a déjà fait des places d'honneur par le passé, mais à 33 ans, c'est une révélation. Et j'ai un petit peu regardé ses années précédentes. En fait, le gars, il continue de progresser encore.
c'est qu'il il a atteint un pic de carrière très, très tardif, mais il progresse d'année en année malgré son âge avancé, on va dire. Oui, mais j'avais noté, est-ce que c'est l'âge du Christ qui lui donne Ouais. cette santé? Et effectivement, tu le dis, il fait craquer Van Aert au Newsblad, mais en plus, il est fou, le gars. Ils sont dans un groupe avec plein de Visma. Le Ouais. gars, il attaque, lui, c'est pas grave. Moi, j'y vais, j'ai les Visma derrière qui roulent, mais oui, ça avait commencé là. Et l'Estradé, moi, je m'en souviens, parce que je crois que c'est la course qui m'a le plus marqué de Skeuns, parce qu'en plus, Mhm. il va rechercher Van Gils sur le Ouais. final, Van Gils qui était parti seul. Oui, une course de Maboul. Et comme tu dis, dès que c'est dur, il est là en fait. Je pourrais rajouter juste pour les résultats une 6e place sympa au Canada, mais c'est pas ça qui m'a marqué. En Ouais, fait, ouais. le plus marquant, parce que la Flèche Wallonne, c'est pas son profil, mais tu vois, course dure, course Ouais, c'est démentielle, on ça. vient de le dire avec Stephen Williams, donc le gars il répond présent quoi. C'est un guerrier Mais de ouf, en fait. un guerrier de ouf, pour moi, ouais, il y a 3 moments vraiment très marquants. Bah, c'est le Newsblad où finalement il finit pas bien classé, hein, mais où il fait une course dingue. L'Estradé, c'est absolument incroyable ce qu'il fait. Et alors, les mondiaux. Les mondiaux, putain, Ouais, ouais. donnez-lui une médaille. Il est 3e ennemi déjà avec la mini polémique Van Der Poel et le trottoir, là, mais sortez-le, Van Der Poel. J'ai rien contre Van Der Poel, mais la course de Skuins, le nombre d'efforts qu'il fait dans le final, il était parmi les 3 plus forts. Je suis vraiment mais dégoûté Ouais, qu'il n'ait c'est pas eu fou. sa médaille. Ouais, saison incroyable. Obligé de parler de lui cette année. Ouais. Moi, il me fait penser un peu au profil de Matej Mohoric la saison précédente. Ce gars, déjà d'un certain âge, bon, Mohoric est quand même moins âgé évidemment, hein, mais qui, sur une saison, fait un truc assez rocambolesque. Et comme tu l'as dit, depuis le début jusqu'à la fin de la saison, on l'a vu tout le temps. Alors que c'est pas forcément un coureur qu'on attendait de voir. Donc, je ne l'avais pas mis, honnêtement, je ne l'avais pas mis dans mes choix, mais maintenant que vous en parlez, ça me donne envie de le mettre. Mais tu as bien fait d'économiser une place. Regarde, tu vas pouvoir Exactement. justement nous donner ton prochain Ouais. coureur. Oui, je vais venir sur du plus classique. J'avais envie de parler de Lennart Van Eetvelt. On a parlé de révélations, de pépites déjà ici depuis le début. Euh, Chez Lotto Destiny, il y en a beaucoup, ils ne sauront pas tous les garder visiblement, mais Lennart Van Eetvelt, c'est un coureur que j'apprécie énormément. On l'a vu remporter le Tour des Émirats Arabes Unis en début de saison. On l'a vu encore très à son aise sur d'autres courses, notamment on vient d'évoquer l'Estradé. Bah, il fait un sacré numéro où il est là comme coéquipier finalement hein, de Van Gils et il fait encore top 10 je pense ou 11e, je ne sais plus exactement. Enfin bref. Et puis il a malheureusement cet ennui de santé, enfin, cette blessure qui l'a tenu éloigné pendant plus d'un mois du vélo. Malgré ça, il est revenu. Il fait encore de superbes résultats, que ce soit la Classicoa, sur la Vuelta, où il était parti pour peut-être un top 5, peut-être un maillot blanc. On ne le saura jamais, puisque malade, il a dû décrocher en seconde semaine avant d'abandonner. Et donc, euh, enfin, moi, je suis un Belge qui a grandi dans les années 80-90 et qui a une affection profonde pour les grimpeurs. Et donc, j'ai passé toute mon adolescence, toute ma jeunesse et mon adolescence à espérer voir un coureur arriver dans le top 30 d'une étape de haute montagne sur un grand tour. Je caricature à peine. On a quand même eu des Johan Brunel, qu'on a connu par après pour d'autres exploits, ou plutôt par après des Jurgen Van den Broek ou Jürgen, autres. ouais. Mais il a vraiment fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour voir les Belges à nouveau briller en montagne et en haute montagne. Je pense que le gap, c'est Jelle Van Endert qui va gagner au plateau de Bay sur un Tour de France devant Samuel Sanchez. Voilà, petite séquence nostalgie en ce qui me concerne. Mais donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a une chance phénoménale quand on est Ouais. belge et qu'on suit le vélo et qu'on aime la grimpette. On a déjà évoqué Remco Evenepoel qui fait gagner des grands tours. Il l'a prouvé en gagnant la Vuelta. On n'a pas encore cité, peut-être qu'on le citera par après, mais Kian Uijtdebroek, on en dit le plus grand bien, vainqueur, comment, je ne vais pas dire facile, mais en tout cas qui écrase le Tour de l'Avenir, avant de faire un superbe top 10 à la Vuelta et de connaître ensuite une saison moins bien. Et donc finalement, on se dit, on a là deux vainqueurs potentiels de grand tour, deux super grimpeurs, et peut-être que celui qui excite le plus, entre guillemets, bah, c'est Lennart Van Eetvelt, qui est ce troisième larron que personne n'attendait, Ouais. même si chez les jeunes ou les espoirs, il a évidemment fait de très très bons résultats, mais je trouve que dans sa façon de courir, il est punchy, il est dynamique, et c'est
pur grimpeur, c'est-à-dire qu'il est aussi à l'aise sur les très courtes montées, très raides, que sur les longs cols, pas très raides. Et donc, c'est vraiment un coureur qui, moi, pour lequel j'ai envie de m'enflammer, en fait. Ouais, Et pareil. je l'ai déjà fait à plusieurs reprises cette saison, et j'espère le faire encore de nombreuses fois la saison prochaine et les suivantes. Et on l'attendait pas aussi fort, en fait, hein. Non, non, Et honnêtement, c'est non. ça. En fait, il était dans ma liste. Et en fait, il y a un truc que tu as dit, c'est aussi la façon de courir. Parce que, en fait, je vais réagir à deux choses. La façon de courir et Alexis qui va te dire on l'attendait pas aussi fort. Parce qu'en fait, en dehors des résultats bruts, on l'attendait pas aussi fort. Il a joué avec les meilleurs. Ce qu'il fait sur Ah la oui, Vuelta, c'est incroyable. avec la plus grosse concurrence, hein. Bon, alors ça n'aura pas duré malheureusement parce qu'il y a eu une maladie, mais son début de Vuelta, c'est un truc de fou. La Classicoa, et c'est vraiment costaud. Il se fait décrocher parce qu'il fait des efforts. Et là, j'en viens à ce que tu dis sur sa façon de courir. C'est un mec qui calcule pas trop. Il y Non. va. Il ose prendre ses responsabilités. C'est un gamin. C'est lui qui lance des poursuites. C'est lui qui lance des attaques. Et je vais venir justement sur son UAE Tour. Mais c'est une histoire digne d'un autre temps, comment il le gagne, son UAE Tour. C'est Bonif qui va chercher dans une mission complètement folle sur le plat qui lui permette finalement d'aller claquer le classement général. Ce mec est fou, ce mec est génial, ce mec est fort. Lennert, oui, on t'aime, évidemment. Je ne sais pas si Alexis a grand-chose à rajouter là-dessus, parce que j'aimerais bien que, si ça vous embête pas, on fasse un chapitre loto. Bon, simplement ajouter que cette fameuse étape où Roglic vient le coiffer sur la ligne, c'est un des moments, je pense, où j'ai le plus vibré cette saison. Ouais. Et il est plus fort, il se fait avoir, hein. Mais c'est ce qu'on Ouais, disait, ouais. ça, il prend les responsabilités. Après, c'est encore parfois des erreurs de jeunesse, il faudra corriger ça, mais clairement, là, c'est parce que c'est lui qui fait tous les efforts. S'il laisse Roglic faire l'effort, c'est Van Evel qui gagne, je mets ma main à couper, Bien hein. sûr. Oui, et avant de basculer sur l'ensemble de l'auto, c'est vrai que tu disais erreur de jeunesse, regarde encore le Tour de Lombardie, hein, la dernière grande course de la saison. Il compte pas ses efforts, il est cramé. Remco lui demande des relais, il explique là je ne peux pas, mais bon allez, je vais quand même essayer d'en donner un ou deux. Et puis quand Remco s'en va, c'est quand même lui qui tire Mas jusqu'à Mhm. l'arrivée. Mas qui finalement avait encore du jus pour faire le sprint, parce que Eh ben, Renner n'avait plus. Donc là effectivement, il y a vraiment cette erreur de jeunesse. Alors d'un côté, je vais pas dire que j'espère qu'il va continuer à les faire parce que c'est ce cyclisme-là que moi, en tant que suiveur, j'aime. Sans doute que son directeur sportif aurait aimé qu'il fasse un ou deux relais en moins et lui dirait la prochaine fois, vas-y mollo. On risque de perdre un petit peu cette magie. Mais de l'autre côté, voilà, c'est tantôt on a parlé de Thibaut Pinot, on a parlé de Lenny Martinez. On a un coureur là qui est plus de la trempe d'un Thibaut Pinot que d'un Lenny Martinez, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur le profil de Martinez. Mais voilà, c'est vraiment un coureur qui, dans la façon de courir, c'est super à voir. Et je te rejoins totalement, Alexis. Son sprint, c'est même pas manqué, c'est son sprint réussi, mais où il se relâche, Mhm. c'est tellement bête, tellement frustrant. Et en même temps, dans la seconde qui suit la frustration sentie, on se dit, bah, c'est pas grave, tellement c'était chouette à voir, tellement c'était beau à Ouais, c'est voir. ça. ouais, ouais. Et en fait, il faudrait plus des Van Evel dans le cyclisme, dans le sens où il prend ses responsabilités. Et en fait, je me dis, le gars, s'il voit que la victoire c'est encore possible, eh ben il roule, quitte à hypothéquer ses chances, et tant pis. Et voilà, la Lombardie il fait septième, alors la victoire était plus possible, hein, mais il veut rouler pour essayer de garder une bonne place. Au final, il est très 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 mal payé. Mais si ces mecs-là, s'il y avait des mecs, pardon, plus des mecs comme ça, qui arrêtaient de se regarder pour dire bah ouais, mais je vais économiser un peu quelques forces, peut-être qu'on aurait des courses qui ne se finissent pas aussi vite. Bon, tant que Ouais. Pogacar est là, peut-être pas, mais euh, malheureusement, c'est souvent, enfin malheureusement non, c'est souvent pris un attaquant, tant mieux d'un côté que l'attaquant soit souvent récompensé, mais on a trop tendance à se regarder dans le cyclisme. Et Van Evel, j'ai l'impression que c'est pas du tout un gars comme ça. Lui, tant Ouais. pis, faut finir deuxième, finir cinquième, je m'en fous, je roule. Donc on en aimerait bien plus. C'est Et moi, clair. je vous parlais donc, je vous disais de l'auto, mais en fait, l'auto, je l'avais clairement, j'avais mis un deuxième nom dans ma liste, j'avais sacrifié deux noms, quand même, deux places pour parler de tout l'auto, c'est Van Evel et Van Gils. Parce que Van Gils, Évidemment. je suis désolé, mais Van Gils, on vient de voir au Vélo Cristal, apparemment le top 5, il est même pas dedans. Il y a Ouais. Neis qui est devant, respect, Neis, super, il était même dans ma réserve, super saison, hein. Enfin super saison, super découverte, super confirmation, et en fait ça donne l'eau à la bouche, Neis. C'est pas suffisant que pour être top 5, là, il n'a pas fait assez de courses, ça donne vraiment l'eau à la bouche, voilà. Mais Van Gils, qui n'est pas dans le top 5 des Belges de l'année, moi ça me dépasse totalement. Van Gils, c'est troisième d'Estradé, septième de Milan-San Remo, troisième de la Flèche démentielle, la quatrième de Liège, quatrième à Montréal, vainqueur à Francfort. Et je vous passe pas les petites courses qu'il a gagnées, enfin petites courses, les points Mhm. pro, notamment Faune-Ardèche ou je ne sais plus trop bien là. Saison absolument démentielle pour un gamin de 24 ans. Et lui aussi, franchement, est-ce qu'on l'attendait si fort? On savait qu'il a un potentiel, mais est-ce qu'on l'attendait si fort? Euh,
franchement, Lotto, entre Van Eetveld et Van Gils, les deux là, ils ont fait une saison du feu de Dieu. Je crois que le problème pour le vélo de cristal, notamment, c'est peut-être le Tour de France un petit peu en demi-teinte, enfin, ou en demi-teinte totale, qui nous fait un peu oublier le reste, parce que sa saison, il était dans ma liste aussi, Van Gils, saison extraordinaire, vraiment extraordinaire. T'as rien d'autre à dire que dénoncer ses faits de course, enfin, ses résultats, comme tu viens de le faire. Vraiment, vraiment impressionnant. Et parce qu'on parle de Lotto, je voudrais finir avec Van Gils en disant, Maxime, si tu nous écoutes, ce n'est pas le cas, mais si tu nous écoutes, reste chez Lotto, fais pas le con. Ah ouais, Ils s'il sont te Surtout si tous. c'est plaît. pour partir chez Astana, fais pas le con, mon gars. Enfin, il y a un projet, on le parlait avec Lenny Martinez, mais là, peut-être que Ce c'est parce serait, que ça me touche plus, moi, avec Van Gils. Oui, sauf que c'est encore différent à Astana, je trouve. Mais bon, après, je me cache derrière des faux semblants, certainement. ce serait une immense déception, pour ma Ah part. oui, 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 oui. Ah oui, il faut qu'il reste, c'est pas possible, hein. Et alors, bah, j'ai réservé 2 places, mais j'ai quand même envie de citer 4 noms au final. On a déjà fini le Van Eetveld et Van Gils. Je veux mentionner Alex Egart, qui prend ses Ouais. 2 premières victoires pro. Une sur une course d'un jour où il surprend bien les sprinteurs. Bah, c'est typiquement le genre de victoire que je l'imagine pouvoir prendre, en fait. Donc, ok. Et alors, un chrono sur le Renewi, où il bat quand même des fameux mecs, hein. Mhm. Il bat pour Tobias Foss, pour la petite blague. Il bat Sheffield, il bat Wellens, qui est quand même champion de Belgique en chrono. Enfin, je sais plus les noms qu'il y avait, mais je sais que le plateau était relevé et qu'on s'est dit waouh, quoi, c'est Gard qui va la claquer, celle-là, c'est beau. Et il fait deuxième du Renewi surtout. Et moi, là où il m'a bluffé cette année, c'est sur quelques étapes accidentées, comme ça, sur ce genre de course, sur le Tour de Wallonie, sur le Renewi. Il me dit, bah, c'est Gard, en fait, vraiment Mhm. fameux potentiel. Voilà, donc Ouais. petit, Encore un petit qui mot pour doit, Segard. encore un qui doit rester et autour de qui on doit construire chez Lotto. Ouais, clairement. Et alors, évidemment, le quatrième nom. Évidemment, je ne peux pas ne pas en parler. Un petit mot pour Arnaud. Un petit mot pour Arnaud. En fait, je vais pas faire long parce que je veux pas qu'on fasse toute une émission loto et je veux pas ouvrir un grand débat. Je vais juste dire que contrairement à peut-être pas mal de monde, en fait, ben moi, je trouve qu'Arnaud, il fait une belle saison. Oui. On oublie trop qu'il y a eu des chutes et qu'il y a eu la maladie de Lyme qui ont pourri finalement les courses là où on l'attend le plus. Alors évidemment, Mhm. si on regarde ces courses-là, il était au départ quand il y a eu la maladie de certaines de ces courses-là en tout cas. Donc oui, les résultats, ils sont décevants. Et avant même qu'on sache pour la maladie, j'étais le premier à dire que j'étais déçu. Je crois que c'est Go Wevelgem. Je pense que c'est celle-là où j'ai été le plus déçu. Mais au final, voilà, il avait les circonstances atténuantes. Et si on bouge ça, qu'on regarde sa saison objectivement, ben pour moi, il fait une très belle saison. Alors oui, on attend le step-up l'année prochaine. S'il a une saison tranquille, qu'il n'a pas de soucis de santé, ben, j'espère qu'il le fera. Mais je comprends pas très bien quand on dit que bah oui, il fait ça sur des petites courses ou qu'il montre pas assez. En plus, il n'y a pas que les résultats bruts. Sa puissance, il l'a montré. Ah oui. Voilà, si on voit au Canada quand il est derrière Pogacar, ben oui, au final, sa place, il s'est grillé, il rate encore son sprint. Ça, je nie pas qu'il y a des problèmes de positionnement. Mais vous savez mon avis, je m'en fous. Je regarde pas Arnaud comme un sprinter. Moi, je regarde Arnaud comme un classic man. Donc, moi, c'est ça sa force. Et oui, il s'est grillé, mais en attendant, c'est le seul qui a pu prendre la route Pogacar ce jour-là. Il la montre à sa puissance. Et puis, il y a le mur au Newsblad. De toute façon, chaque année, il va faire sa petite démonstration. Et voilà, je voulais juste dire sur Arnaud, arrêtez de nous casser un petit peu mon Arnaud à moi que j'adore. Mais très objectivement, c'est pas parce que je l'adore. Très objectivement, je trouve qu'il a quand même fait sa saison et Oui, qu'il y a pas grand-chose à redire, quoi. on attend mieux sur les monuments, c'est juste ça. Mais à part Ouais, ça, il faut une mais bonne saison. au final, Monument, il fait pas Milan-San Remo. Ouais, Et je sais, Run mais des Roubaix, il a ses problèmes à ce moment-là. Donc, moi je suis bah, les d'accord avec toi, monuments, ils hein. sont passés, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Peut-être pour partir vers tout à fait autre chose, j'avais encore. Moi, il me reste 3 noms dans ma liste. Moi aussi. Je vais commencer par le premier dans l'ordre là que je les ai notés, c'est Ben O'Connor. Je pense Pareil. que Netflix avait vu avant tout le monde que c'était une superstar du peloton. Et encore, je dis ça parce que voilà, c'est un peu moqueur, mais il avait déjà fait de très beaux résultats probants par le passé. Mais c'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé de Decathlon AG2R cette saison. C'est pas sûr que ce soit le premier, mais c'est un des premiers coureurs qui remporte une course pour l'équipe. C'était autour de Murcie. Et de quelle façon, hein, avec un sacré petit numéro. Et c'est le dernier finalement qui a marqué la saison chez eux avec cette Vuelta bien évidemment et ce maillot rouge porté pendant très longtemps, une deuxième place finale euh, entre guillemets inattendue. Mais de quelle façon il va chercher cette deuxième place? Mhm. Je crois que c'est la 6e étape de mémoire où il parvient à maintenir tout le peloton en respect à 3 minutes ou 4 ou 5 minutes, je ne sais même plus combien il y en avait. Mais il était bluffant toute la saison. Moi, je ne m'attendais franchement pas à ce niveau-là. Entre les deux, il y a eu un Giro où il était quand même franchement costaud. Euh, À la pédale, il- contrairement à la Volta.
Ouais, et il s'est grillé peut-être un petit peu sur l'étape où il veut chercher, il veut suivre Pogacar et donc du coup Mm. il prend 2 minutes dans la vue ce jour-là. C'est peut-être ce qui lui manque pour monter sur le podium. Mais voilà quelqu'un qui, sans, allez, en étant relativement discret, bah, fait quatrième du Tour, quatrième du Giro, deuxième de la Vuelta. Bah, il nous montre que c'est un coureur franchement sur lequel on peut compter, qui fait partie très 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 clairement du subtop dans les courses de grand tour, mais qui est capable de gagner aussi des courses d'un jour. On a évoqué tantôt le fait que Jonas Vingegaard ne venait jamais sur les courses d'un jour. Ben voilà quelqu'un qui vient se mouiller un petit peu à gauche à droite. Donc voilà, c'est pas un coureur dont je suis fan ou quoi, mais je trouve que c'est un coureur qui aura marqué vraiment la saison Mhm. 2024. Et voilà, il part chez Jaicon, donc on verra ce que ça va donner par la suite, mais c'est quelqu'un qui pourrait au final fortement manquer à Decathlon, à G2R l'année prochaine. Et je pense que si on avait dit ça en début de saison, tout le monde aurait un petit peu souri. De nouveau, pas que le gars était mauvais ou quoi que ce soit, il a déjà fait des résultats. Il y a vraiment ici cette saison de presque la révélation, alors que le gars est là depuis déjà des années. Et Ben O'Connor était champion du monde, hein, aussi. Je vais te le dire, ouais. C'est assez Oui, oui, dingue. oui, 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 c'est vrai. Moi, Je n'y je pensais suis même pas, pas mais. forcément du genre à l'encenser, surtout quand on entend dire par-ci par-là que c'est le cinquième meilleur coureur du monde. Ça me fait un peu rire, mais il fait une saison de dingue. Et il rentre dans la catégorie des coureurs qui ont gagné sur les trois grands tours. C'est assez fou de se dire ça. Et au final, il aura fallu un monstrueux Van Aert Velde pour le battre cette année. Ah, la boucle est bouclée. Non, vous avez bien fait de le prendre. En fait, je pense, quand tu dis la révélation, je crois que son Tour de France décevante l'année dernière a fait en sorte qu'on l'a remis plus bas que ce qu'il n'était et que donc cette année, on est de nouveau surpris positivement par Ben O'Connor. Je vais peut-être vous relaisser la parole parce que j'ai entendu que vous en aviez trois. Moi, je n'ai plus qu'un nom sur ma Ah liste. ouais, Donc, bah, alors écoute, on a parlé beaucoup de positifs. C'est vrai qu'on n'est pas du genre à parler de négatifs ici, sur le petit plateau. J'ai quand même une petite déception. Alors, pas déception de la saison, mais déception du printemps, c'est Ben Illy. Parce que sa fin de saison, elle est quand même costaude, hein, que ce soit aux JO ou aux mondiaux. Mais quand on entend Ben Illy, c'est quand même quelqu'un qu'on espère voir briller sur les Ardennaises. Résultat, dans l'ordre, il fait 45e, 34e et 27e, alors que, bon, l'année précédente, il fait quand même des très très beaux résultats. Alors, c'est un peu dur parce qu'on l'a vu par moment, il a roulé aussi à Liège, mais c'est pas digne de ce qu'il nous a promis. Donc, avec le niveau qu'on a vu en fin de saison, on peut attendre mieux de lui sur les Ardennaises et donc je serais impatient de voir 2025. et il m'a pas fait coucou à la présentation En des plus. coureurs à Liège, alors que tous étaient très sympas. Moi, je vais revenir sur un épisode de la Vuelta, mais pour évoquer un autre gars qui est dans l'équipe de Benelli, c'est Richard Carapaz. C'est un coureur que j'aime beaucoup et sur cette saison, alors je ne vais pas dire que c'est une saison du renouveau, c'est-à-dire que la saison passée, on se rappelle, on avait beaucoup misé chez IF, IF Easy Post, on avait beaucoup misé sur le Tour de France avec Carapaz qui, patatras, première étape, se fait choper, se fait tacler par, par Enric Mas et ne redémarre pas, ou en tout cas termine l'étape mais avec un genou pété. Catastrophe, saison foutue. Il revient quand même après sur la Vuelta, hein, faire un sacré numéro. Ici, voilà quelqu'un qui vient sur le Tour de France, qui porte le maillot jaune, qui va chercher un maillot de meilleur grimpeur dans un tour très montagneux face à un Pogacar stratosphérique. Donc il fait quand même le chercher ce maillot à poids. Et il termine avec une Vuelta où il vient faire un bon résultat à la pédale, mais en allant, il prend un peu de retard en début de saison, en allant faire un numéro exceptionnel sur l'étape, la 9e étape, celle de Grenade. Rappelez-vous, un groupe de 25 mecs, voire même 30, part à la conquête de l'étape. Il n'est pas dedans et il se dit, merde, il y a un truc à faire. Étape de 3 cols, veille de jour de repos, à 100 bornes de l'arrivée, le mec part tout seul. On se Ouais. dit, mais suicide, qu'est-ce qu'il fait? Ce mec est complètement fou. Et alors, il ne gagne pas l'étape. Donc, dans les livres d'histoire, on retiendrait que c'est Adam Yates qui fait dire un très beau numéro d'ailleurs ce jour-là aussi. Euh, mais alors, 100 km tout seul et remonter un à un presque tous les coureurs, ça a été exceptionnel. Moi, c'est une étape, euh, c'était haletant, quoi. C'était vraiment exceptionnel de voir déjà ce qui se passait avec Yates, mais alors Carapace, le numéro. Je veux dire, quand Pogacar part à 80 bornes de l'arrivée sur l'Estradé, quand il part à 100 bornes de l'arrivée des mondiaux, alors c'est vrai, lui, il va gagner ce que n'a pas fait Carapace. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est un numéro d'extraterrestre. Et bien là, on a vu un numéro d'extraterrestre fait par un autre coureur que Pogacar. Et c'est d'autant plus
jouissif pour moi qui adore ce coureur-là. Et donc, j'espère vraiment que Carapace, on va le retrouver dans ce genre de configuration dans les prochaines années encore qui lui restent à courir parce que on se rend bien compte que quand on a affaire à un ou deux, voire parfois trois super coureurs qui vont tout chercher, ben, il y a ceux qui vont essayer de limiter la casse, qui vont essayer de se faire tirer le plus longtemps possible pour essayer de chercher une huitième, neuvième place. Et puis il y a ceux, je le disais tantôt, j'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de cet épisode, qui osent perdre pour gagner. Et bah, Carapace n'a pas gagné grand-chose cette année, mais il n'a pas arrêté d'oser perdre. Et ça, de nouveau, c'est le cyclisme que moi j'ai envie de voir. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de mettre en avant l'Équatorien. Et il a été Ouais, omniprésent. Vraiment, clairement. là. Et moi, il y a deux choses auxquelles j'aimerais réagir à ce que tu as dit. C'est je veux jamais, jamais, jamais diminuer le panache de Pogacar parce qu'on dit il n'a pas du panache parce que c'est facile pour lui. Je suis pas d'accord. Il pourrait très bien Ouais, gagner ouais, ça autrement. non Donc plus. du panache, il en a. Mais c'est vrai que quand c'est un Carapace qui sait qu'il a de grandes chances de le payer beaucoup plus derrière qu'un mec comme Pogacar, c'est peut-être encore plus beau quand même. C'est vrai que Mhm. Carapace, c'est. Alors par contre, la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est très bien. Mais Richie, tu fais n'importe quoi en fait quand tu cours. Mais c'est pour ça qu'on Ah t'aime, ouais. continue, mais tu fais n'importe quoi. Bah, ouais, mais ça anime, quoi. Ah, mais on l'aime pour Ça ça aussi, conserve ouais, un peu de clairement. beauté à ce cyclisme, hein, comme Romain, tu le dis. C'est aussi pour ça qu'on aime le cyclisme. C'est pour des coureurs comme ça bah, qui sont beaux à voir parce qu'ils font n'importe quoi. Enfin, parce qu'ils Ouais, rattrapent leurs erreurs, un peu, on va dire. c'est ça. Un coureur, moi, que j'aime bien voir aussi, qui est moins spectaculaire, hein, mais que j'aime bien, et qui a fait une saison quand même assez impressionnante, qu'on n'a peut-être pas vu venir, bah, c'est Matteo Jorgensen. Mon dernier nom. Ah ben voilà. C'était facile de le citer, hein, évidemment, Matteo Jorgensen, mais en fait, Matteo Jorgensen, il gagne Paris-Nice, et 15 jours après, il gagne une classique pavé. Qui C'était peut ma dire ça dans le peloton? justification. Qui peut dire ça dans le peloton? Franchement, ils sont pas beaucoup à pouvoir se targuer de faire des trucs pareils. Et moi, bah, vous le savez, j'adore la polyvalence. Donc, Surtout vas-y, qu'il y a Alexis, 6 ans, c'était un. Non, non, c'est juste que je rebondis sur ce que tu dis. C'est pas Pogacar, c'est pas Remco, mais il y a 6 ans, c'était impensable, ça. Ce Mhm. que tu dis, un coureur qui gagne Paris-Nice et à travers les Flandres. Donc, ouais, c'était aussi, il était aussi dans ma liste pour ça, et parce qu'il a été aussi omniprésent au final. Bien sûr, et c'est aussi un coureur qui ose. C'est un coureur qui a pris des devants plusieurs fois durant la saison. C'est un coureur qui a essayé de suivre Pogacar. Il le fera plus non plus parce qu'il l'a payé comme tous ceux qui ont essayé de le suivre. Mais enfin bon, il a essayé. Et puis bon, ses premiers de Paris-Nice et de la classique. On résume à ça parce que c'est très marquant. En 15 jours, il a gagné les deux. Mais c'est aussi deuxième du Dauphiné. C'est aussi un top 10 sur le Tour alors qu'il a joué quand même quelques fois pas mal l'équipier de Vingegaard. Donc, Ouais. je dirais, ouais, vraiment très Et grosse saison. au round de finale, il craque complètement, mais moi, c'est limite bizarre qu'il finisse, je pense, 30e, parce que moi, dans quelques années, je me souviendrai de lui comme le seul gars qui était encore debout sur le Koppenberg derrière Mathieu Van Der Poel, quoi. Exact, j'avais même oublié cette image. Effectivement, oui, Mm. il a fait une saison dingue. Et en fait, mon premier truc, c'était de dire, et puis je l'ai barré en me disant, ben, quand même, il gagne quand même Paris-Nice. Fait que j'avais voulu dire, les résultats bruts ne rendent pas honneur à sa saison. Alors qu'il a quand même des beaux résultats bruts. Mais je trouve que sa saison a été tellement bluffante. Peut-être pas du premier au dernier jour, mais en tout cas, quand même. Il a montré tellement de belles choses que limite son palmarès n'est pas assez fourni pour ce qu'il nous a offert durant cette année. Et il sauve la saison de Visma, hein. Alors Alors, oui, ça, Vingegaard et Van Aert ont chacun fait des beaux petits trucs. Tratnik a gagné l'Amlop, mais sans Jorgensen, la saison de Visma est catastrophique. l'homme de Tratnik, c'est quand même une belle blague cette année. Mais, enfin, Ouais. mais j'allais dire, c'est peut-être une passe décisive si quelqu'un voulait, ou sinon je vais m'octroyer le droit quand même de parler un tout petit peu. On l'a déjà évoqué, ben voilà, ben, passe décisive, alors Romain, vas-y. Ah non, 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 pardon, j'ai mal Ah compris. Je d'accord, pensais que tu voulais pardon. donner la parole pour le dernier coureur. Non, ben avant de te donner la parole pour les coureur, je voulais faire une passe décisive. Ben, effectivement, tu dis il sauve la saison, et à l'autre extrémité de la Visma, je vais être un peu dur, mais on a Kian. Ouais. Je veux pas jeter la pierre à Kian, je veux juste qu'on parle quand même un tout petit peu. Romain, tu l'as déjà fait, un tout petit peu de sa saison. Évidemment, c'est une énorme déception, mais je- pour ceux qui nous écoutent et qui seraient inquiets, moi je vais essayer de les rassurer, même si j'attends de voir 2025 pour être rassuré complètement. Mais Kian, il a beaucoup joué de malchance aussi cette année. Il a eu plusieurs fois le Covid. Il était son vrai objectif. Ça, c'est le truc qui me fait un peu peur, c'est qu'il ait juste un vrai objectif sur la saison, qu'il soit Geraint Thomas. Mais sur son vrai objectif, en tout cas sur le Giro, il répondait présent. Il a juste pas eu de bol. Mais c'est le risque, évidemment, quand tu fais un seul objectif sur la saison, c'est que si tu arrives à Pépin, derrière, c'est plus compliqué. Il ne faut pas oublier que c'est un changement d'équipe, il faut s'acclimater aussi, il y a des nouvelles Ouais. méthodes. Tout Visma a eu des problèmes, on vient de le dire, à part Jorgensen.
Et donc voilà, on va attendre de voir on parle souvent des spirales, enfin moi je reviens souvent avec ça, dans une spirale un peu plus positive pour une équipe, on va Ouais, attendre de voir ce que ça donne, mais le potentiel, il peut pas être parti du jour au lendemain. C'est un mec avec un super potentiel, c'est un super coureur, qui même dans ses déboires, on l'a déjà dit, il garde le sourire, il est toujours super sympa, etc. Donc je me tracasse pas trop pour lui et voilà, je pense qu'on est obligé. En fait, si je pense à la saison 2024, je suis obligé de penser à ben merde, Kian, j'en attendais beaucoup. On est, on s'emballait comme des dingues en disant mais est-ce qu'il peut même faire un podium sur le Giro? Et donc voilà, c'est vrai qu'au final, c'est 2024, c'est aussi marqué par l'absence de Kian durant cette année. ouais, c'est clair. Mais voilà, tout va, on va lui souhaiter le mieux pour la suite et tout va Ouais, très bien aller, j'en suis convaincu. ouais, tout le monde ne s'adapte pas aussi vite à un nouvel environnement et je pense que l'environnement Visma est très dur, très rude et voilà, on verra avec le temps ce que ça donne. Romain, je te donne donc la parole pour le dernier. Oui, bah, effectivement, j'avais voulu mettre un dernier nom. C'est mon dixième, hein, je le promets, j'ai pas triché. C'est un coureur qui prend sa retraite, qu'on n'a pas spécialement beaucoup vu en 2024. Donc, le fait marquant, c'est son départ du peloton. Vous le savez, vous qui me connaissez, c'est un coureur dont je suis fan, c'est Thomas de Gent. Ouais, C'est un coureur qui, je l'ai dit tantôt et j'ai fait exprès de ne pas le citer, euh, j'ai dit tantôt que Jelle Van Endert, pour les Belges, avait recréé quelque chose. C'est-à-dire que quand il va gagner au plateau de Bay, je pense qu'on est en 2013, donc sur le Tour de France, on se dit, ah, un Belge s'est encore gagné l'étape de haute montagne d'un grand tour. La saison avant, Thomas de Gent l'avait fait en haut du Stelvio. En fait, de Gent, c'est un coureur qui, on n'a jamais su le catégoriser. C'est-à-dire que c'est un mec qui est capable aller d'étirer un peloton pendant 100 km, de contrôler une échappée à lui seul pendant 100 km. Mais c'est un mec qui va gagner en haut du Stelvio, sur le Giro. C'est un mec qui va gagner dans le Ventoux, sur le Tour de France. Alors, cette année-là, le vent dominant faisait qu'on a dû s'arrêter au Chalet Reynard, mais je suis convaincu qu'il peut gagner tout en haut si on va jusque-là. Et c'est un mec qui a terminé meilleur grimpeur de la Vuelta. Donc, c'est un gars qu'on n'a jamais su vraiment catégoriser. En tous les cas, enfin, une chose qui est sûre, c'est que si on peut s'accorder sur un truc, c'est que c'est peut-être le dernier baroudeur, vrai baroudeur du peloton qui s'en va. Et donc, voilà, c'est un coureur qui, je trouve, a fait énormément de bien au cyclisme belge à tout niveau. C'est un coureur qui, en dehors du vélo, est apprécié de tous, que ce soit au niveau du peloton, mais aussi au niveau des suiveurs, qui a énormément d'humour. J'espère que on va continuer à le voir dans les suiveurs, en tous les cas dans les équipes ou autres. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va manquer, je trouve, et dont j'avais envie de lui rendre un peu cet hommage en le sélectionnant dans mes 10 coureurs et quitte à faire sauter un coureur qui aura plus marqué que lui la saison 2024, mais qui aura moins marqué que lui mon intérêt pour le cyclisme. Mm. Dernier baroudeur, je sais pas, mais C'est... je sais pas. D'ailleurs, alors, Abrahamsen, moi j'ai tout de suite Abrahamsen si tu me parles de baroudeur Ouais. maintenant, mais après, voilà le genre de mec, effectivement, qui revient et qui peut-être va pouvoir prendre la relève. Mais c'est vrai que, alors, pour préparer cette émission, j'ai voulu retrouver, je ne sais pas où je laissais tomber le truc, mais j'avais en tête que la première victoire pro de Thomas de Gent était sur le circuit de Lorraine, une course qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, il gagne avec 6 minutes d'avance la course. Enfin, c'est quelque chose qui est inenvisageable aujourd'hui, même quand on s'appelle Pogacar sur le Tour de Lombardie. En tout cas, 6 minutes, c'est voilà. Mais donc, ça prouve bien que c'est vraiment un gars qui ne comptait pas les efforts. On l'a déjà dit aussi pour d'autres coureurs ici. Et voilà, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui vont peut-être venir maintenant, qui doivent se réaffirmer. Mais des coureurs de sa trempe, un Tony Martin à l'époque, un Simon Geschke, pardon, qui prend sa retraite aussi cette saison. Ce sont des coureurs comme ça qui animait le Tour de France sur les étapes de 250 km de plat quand il n'y avait absolument rien. C'est des mecs comme ça qu'on trouvait. Un Jérôme Cousin, rappelez-vous, également. Et c'est tous des coureurs comme ça qui sont un petit peu en perte aujourd'hui, enfin en perte, qu'on voit de moins en moins parce qu'on est justement dans ce cyclisme beaucoup plus contrôlé, où on se dit, tiens, on calcule, c'est de l'énergie perdue, ça ne sert à rien. Non, relève-toi.
On a eu ça, je ne sais plus, on parlait d'Abrahamsen, je pense qu'il en fait partie, un de ces deux coureurs qui se relèvent. C'est tellement dommage finalement pour les yeux. Alors je peux comprendre que pour le portefeuille du sponsor, ce soit, voilà, mais pour les yeux, c'est ça qui est gai à voir. C'est ces mecs qui sont prêts à tout mettre en jeu pour peut-être, éventuellement gagner une course. Et, en fait, je t'écoutais et moi, quand je pense à De Gent, m- je pense plus, entre guillemets, sur la fin. Je me dis, en fait, le gars, est-ce qu'il avait sa place dans le peloton, dans le sens, est-ce qu'il avait le caractère encore? On a de plus en plus de robots, même si on est en train de dire qu'il y a de plus en plus de coureurs aussi qui osent, donc c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais j'ai l'impression que il est à cheval sur une époque qui lui a convenu et une époque qui Mhm. ne lui convient pas. C'est pas le cyclisme qui était fait pour lui, j'ai l'impression. Et il aurait pu, par contre, à mon avis, se plaire dans le cyclisme encore d'avant lui. J'ai l'impression de ce qu'on en entend, tu vois. Je pense que c'est vraiment un gars qui aurait été bien là-dedans. Et c'est vrai, tu l'as notamment évoqué, bah, moi le premier truc de Yann, c'était le vieux, quoi. Je suis rentré, j'étais, je sais pas, à l'école ou je sais plus, et puis on m'a dit, ouais, il y a un Belge là qui fait un truc de fou sur le Tour d'Italie, et en plus tu te mets aussi à rêver même du classement général ce jour-là. Enfin, c'est un de mes souvenirs les plus marquants de cyclisme en tant que suiveur belge. Il se passe un truc de fou là sur le Giro, course qui était pas retransmise à l'époque sur les chaînes francophones, donc qu'en plus je suivais pas nécessairement beaucoup, qui était la propriété des Italiens, enfin voilà. Et ouais, c'est un de mes plus grands souvenirs. Il y a Thomas de Gent qui retourne le Giro là et qui renverse tout. Bon, au final, ça lui échappera, mais c'est quand même un podium au classement et la superbe victoire du Stelvio. Oui, c'est quand même un fameux coureur. Qui arrête en bon moment, hein, du coup. Je pense. Je Ouais. pense, comme plusieurs, comme on a déjà évoqué. Romain Bardet, je pense qu'il va aussi être dedans. On l'entend parfois dans ses discours. En fait, il y a des coureurs à l'ancienne comme ça où il y a une telle évolution du cyclisme, je crois qu'ils se retrouvent plus nécessairement dedans. Et puis voilà, et puis bah, chaque époque a ses bons côtés, ses mauvais côtés, et ses coureurs qui s'y retrouvent ou pas. Mais nous, c'est vrai que puisqu'on prend de l'âge, bon Alexis, tu prends de l'âge un peu moins que Romain et moi, mais Mais on, tout on est... aussi J'étais un vite. peu blanc, Mais la tu vois, nostalgie, c'est. tu vas voir, ça va venir vite, la nostalgie, et oui, fatalement, on l'a déjà, et voilà. Et voilà. C'était un très bon choix pour terminer. Bah les gars, je pense qu'on a déjà fait une belle émission là. Ouais. Je vous remercie pour votre top 10, c'était super. Moi, j'aime beaucoup quand on ne dévoile pas nos trucs à l'avance. On se souviendra quand même du tout premier nom, retour en arrière. C'était magnifique, Alexis. Le top 1, alors le premier nom des trois, ça c'est quand même quelque chose. Il y a une Incroyable. belle osmose sur le petit Ouais. plateau. Ah. On, on voulait Et faire voilà. exprès, on n'aurait pas su trouver un truc aussi dingue, je pense. Bah, c'est ça, c'est dingue. Et voilà, alors il me reste à dire à bientôt à tous ceux qui nous écoutent et à vous deux. Mais alors, je tiens quand même déjà à dire, on va essayer cette entre-saison de rester plus actif. On va essayer de vous proposer différents contenus selon la disponibilité et les possibilités qu'on aura. Et voilà, donc la saison est terminée, mais la saison du petit plateau n'est pas terminée. Donc restez attentifs à tout ce qui va arriver. On vous promet déjà un épisode. On va pas tout vous dévoiler, mais celui-là, il est tourné, il est en cours de montage. On ne sait pas encore quand on pourra vous le proposer. Un épisode un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude avec un invité. Donc restez bien connectés, ça vaudra vraiment le détour avec des petites anecdotes que vous n'entendrez certainement pas ailleurs. Donc voilà, on va essayer de vous proposer des trucs sympas pendant cette entre-saison et on reprendra le collier de toute façon au début d'année, mais ça, on a encore un peu de temps. Et voilà, merci les gars et ben, à bientôt tout le monde. Ciao, Ciao. À ciao. bientôt, bientôt.